Là, Nico, salut, est-ce que tu m'entends? Ouais, salut, ça va? Parfaitement, ça va très bien, ça va. Bon, nous revoilà réunis. Bonsoir Nico, c'est Viola qui est première dans le Bonsoir. qui est première dans le clavardage. Nous voilà Salut, réunis Viola. à nouveau. Bon, pas de rhum ce soir, Viola, hein, on est sérieux? Hein? On est bien d'accord. Nous voilà à nouveau réunis pour parler eh bien de ce magnifique ouvrage qui vient de sortir dans ta petite et chouette boutique Serial Pleasures, dans le brouillard, In the Fog, Ouais. en version anglaise. Voilà. Voilà, tout à fait. Je voudrais, avant toute chose, avant que l'on parle de cet ouvrage, et de la façon dont il est arrivé, comment on en est arrivé à travailler dessus, parce qu'il y a peut-être des gens qui te connaissent pas encore, qui connaissent pas encore Serial Pleasures, qui viennent sur le live pour la première fois, ou qui découvrent la chaîne, ou qui découvrent autre chose. Je voulais juste, tu te présentes vite fait, ou pas vite fait, comme tu veux, et que tu présentes Serial Pleasures, ce que tu y fais, ce que tu y vends, pourquoi, comment, enfin, vas-y, c'est à toi. C'est une maison d'édition que j'ai fondée il y a 3 ans environ. Et un de mes buts en tant qu'éditeur, c'est de publier des écrits de criminels. On connaît tous l'instinct de mort de Mesrine, par exemple, ou Journal d'un tueur de Schaeffer. Mais il y a beaucoup de criminels qui ont écrit des bouquins très intéressants en prison ou en dehors de la prison déjà. Et j'ai pour but de sortir plusieurs ouvrages régulièrement. Bon, il n'y a pas que ça, hein, je publie aussi des ouvrages sur les métiers du funéraire, parce que j'ai travaillé dans le funéraire pendant des années. J'ai sorti par exemple un bouquin sur les collectionneurs de crânes. Il y a des gens, surtout aux États-Unis, qui ont une énorme collection de crânes. Certains les appellent même des catacombes, leurs catacombes, tu vois. Donc voilà, Serial Pleasure, ça traite un peu tous ces sujets un peu macabres. Il y a aussi du dark tourisme, c'est-à-dire des ouvrages qui traitent de tourisme macabre à travers l'Europe, etc. C'est un truc que je fais aussi personnellement. J'adore voyager, Ouais, je pour suis visiter des endroits. je suis tes aventures un peu sur les réseaux. Et j'ai mis Des aventures un peu. voilà, tes aventures joyeuses et toujours Voilà, dans des contrées toujours les riantes. mêmes endroits. C'est ça. Voilà. J'ai mis le lien de Serial Mais Pleasures dans le clavardage si vous voulez aller merci. découvrir. Voilà. Voilà, donc Sagawa, on a sorti déjà l'année dernière, grâce à cette introduction, on a sorti le manga. Tout à fait. Le manga de Sagawa, on l'a sorti, la version française, on l'a sorti chez Camion Noir, parce que je suis aussi directeur de collection chez Camion Noir. Chez Camion Noir, on a sorti en français pas mal d'ouvrages aussi écrits par des criminels, que ça soit, j'en ai parlé, Journal d'un tueur de Schaeffer, mais aussi le livre de Danny Rowling qui est passionnant, et quelques autres. Mais là, pour Sagawa, on a adapté, c'est le premier truc qu'on a adapté de lui, c'est son manga qui est sorti l'année dernière. Et j'ai aussi publié une édition anglaise chez Serial Pleasure. Et là, avec toi, Alexandre, on a fait un petit brainstorming pour savoir ce qui pouvait intéresser le public true crime par rapport à Sagawa. Évidemment, le premier titre qui nous est venu à l'idée, c'est son premier livre, Dans le brouillard. C'est Dans ça. le brouillard, c'est un livre que j'ai... Voilà, donc, ça fait plus de 30 ans que j'ai entendu parler de Dans le brouillard. C'est un livre culte. C'est un livre qu'il a écrit 2 ans ou 3 ans après les faits. Ouais, c'est ça. Alors, on va peut-être faire un rappel des faits, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bien sûr. Sagawa. On va faire un rappel des faits parce que oui, effectivement, il y en a qui connaissent pas Sagawa et puis ça va aussi pour mettre en perspective tout ce qu'on va pouvoir dire jusqu'à maintenant. Ouais.
Bah vas-y, je te laisse faire. Allez, c'est toi le patron, sors, moi je guide. Vas-y, qu'est-ce qu'il a fait, Sagawa? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est un célèbre? Je vais filer au quatrième de couverture. Date précise. C'est ça. Le 12 juin 80. Je vous lis le quatrième de couverture dans le brouillard. Donc le truc qu'on a sorti avec Alexandre sur Serial Pleasure, qui est donc la traduction du premier livre de Sagawa. Je vous lis la magnifique quatrième de couverture. Le 12 juin 81. Je cache la photo parce que voilà, je happe la photo. Oui, la photo est un peu hardcore. Ouais. Bon, elle est bien cadrée. Le 12 juin 81. C'est la quatrième fois que je vais dire. Le 12 juin 81, dans la date, Issei Sagawa, un étudiant japonais de 32 ans, invite une camarade de classe dans son appartement situé dans un quartier chic de Paris, le 16e arrondissement, sous prétexte de lui réciter un poème. Obsédé par le cannibalisme depuis sa plus tendre enfance, Sagawa tire une balle de carabine dans la tête de la jeune fille. Puis il se met à la découper en morceaux et à manger plusieurs parties de son corps. Alors, si vous vous souvenez de cette affaire et que vous avez un certain âge et que vous étiez enfant ou ado dans les années 80, vous connaissez cette affaire sous le nom du japonais cannibale, parce que c'est l'histoire qu'on lui... C'est le titre qu'on donnait dans la presse... française à l'époque, c'était l'affaire du japonais cannibale. C'était une des plus grosses affaires criminelles des années 80. Énorme affaire criminelle quand ça s'est passé. Première grosse affaire de cannibalisme à Paris. Ça, c'est aussi important. Ça a eu le même impact que Jeffrey Dahmer des années plus tard à Milwaukee. Hein. C'était vraiment... les gens... ils voulaient en savoir plus sur Sagawa. Donc il y a eu beaucoup d'articles à l'époque et il y a eu surtout une bataille d'experts parce que la question qui se posait dès son arrestation, c'était de savoir s'il était responsable ou non de ses actes. Et étant donné que c'était la première histoire de ce genre qui était arrivée et qu'en plus il était japonais, les psychiatres savaient pas trop comment gérer la situation et ils ont décidé, c'est un collège d'experts, ils ont décidé qu'il n'était pas apte à la sanction judiciaire, donc il a bénéficié de l'article 61, je crois, c'était à l'époque, 63, je sais plus. Enfin, dans l'article, voilà, tout à fait, qui le libérait de ses obligations. Dit que toutes les charges sont... Je parle comme un Américain, les charges. Disons que le dossier est clôturé et on envoie l'individu en psychiatrie. Depuis, la loi a changé, hein, il y a des variantes à ça. Il y a eu d'autres affaires de cannibalisme entre-temps, dont une qui s'est passée en prison. En prison, oui. Un gars qui avait mangé les poumons, je crois, de son co-détenu, me semble-t-il. Exactement. Ouais, exactement. Il croyait que c'était le cœur, en fait, mais vu qu'il c'était une bille en anatomie, ouais, il a des lacunes, le gars. Il a pris son tiret chaud de prison et il a fait chauffer des morceaux des poumons, effectivement. Et puis ça n'a pas le même goût, en plus. Ça n'a pas le même goût, ouais. Affaire très intéressante. D'ailleurs, pour la petite histoire, on est dans le même... Il y a eu sur le sujet, il y a eu comment on appelle ça un article dans le journal international de psychiatrie qui a été écrit par un des experts, un des plus gros célèbres experts psychiatres français. Daniel Zaguri. C'est pas Zaguri, c'est l'autre, celui qui est à Cadillac. Cadillac, c'est Cadillac, c'est pas très loin d'ici. En fait. C'est pas très loin d'où je suis, c'est très joli, c'est un bon tu endroit. dois connaître Cadillac. Alors pas personnellement, mais je passe devant. Et effectivement, le mec qui gère ça, là, c'est un très célèbre expert psychiatre. Il a fait un gros article international sur ce monsieur, et je suis dedans aussi, c'est assez marrant. Bref, sur cet article, j'ai appris récemment. Ah d'accord, bref, par rapport au juge d'instruction ou... Oui, par rapport tout simplement notre psychiatre, ça parle. Donc c'est son collègue qui lui a testé le dossier et puis il a replacardé le dossier psy qu'il avait fait sur moi à l'époque pour son article. Mais j'ai appris à travers cet article, c'est intéressant. Donc il y a Sagawa, il y a ce mec-là, je me souviens jamais de son nom.
Mais je crois qu'on a les mêmes initiales en plus, Nicolas, quelque chose. Ah oui, ça me dit peut-être quelque chose. Tiens, on me dit que c'est l'article 122-1 du Code pénal sur les troubles du discernement. Alors ça, c'est le nouveau. C'est le nouveau, ça, c'est celui dont j'ai... Ouais, c'est celui, enfin le nouveau, c'est-à-dire celui qui est apparu dans les années 90, et j'en ai bénéficié de celui-là. Mais avant, il y avait l'article 64, je crois. 64, si je me souviens bien, d'accord. Ok. Ouais, l'article 64 du Code pénal, où là, il n'y avait pas de nuance. C'était soit tu étais responsable, soit irresponsable. Le 122, il introduisait 2 alinéas. Un pour les responsabilités et un pour la... Comment on appelle ça l'abolition du jugement Alors, jugement altéré en raison de troubles psychiatriques. Oh, ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que tu es accessible à la sanction pénale, mais le jury doit... oui, il y a des circonstances à prendre en compte et tout, ok. Les circonstances atténuantes, c'est pas vraiment des circonstances atténuantes, oui, mais ces circonstances-là doivent être prises en charge. Ok. Et depuis, ça s'est encore durci, parce qu'il y a eu d'autres affaires assez abominables entre-temps. Et maintenant, il y a de plus en plus... On fait un gros aparté, on va revenir sur Sagawa après. Mais vas-y, on a le temps, t'inquiète. Et il y a... c'est un sujet intéressant parce que la psychiatrie et le crime en France, ça a toujours été un truc qui est intéressant, mais on sent que des fois c'est le politique qui prime sur le psy, et même pour des mecs complètement psychotiques maintenant, à partir du moment où c'est un crime qui est jugé par l'opinion publique comme étant atroce, ils font tout en sorte pour que le mec prenne une perpétuité et ensuite soit enfermé en psychiatrie. Oui, mais t'as une double peine en fait. On a un peu le même contexte au Japon par rapport à la criminalité violente et à la psychiatrie, où on est très très souvent sur des problèmes vraiment politiques, où par exemple, on parlait tout à l'heure avant le live de Sakakibara Seito, l'enfant tueur d'enfants, qui a pas fait un jour de prison parce que bon, déjà il avait 14 ans au moment des faits, mais qui a été envoyé dans une espèce de centre psychiatrique pour juvénile, dans un coin paumé, et qui a complètement disparu parce que le Japon était dans un tel état de sidération par rapport à ces crimes qu'il fallait absolument mettre vite fait la poussière sous le tapis, avec la promesse de le faire juger une fois qu'il aurait 18 ans. Et au contraire, on a vu que le gouvernement japonais avait fait le ministre avait fait le contraire, c'est-à-dire qu'il est sorti, il a été jugé guéri entre guillemets, et changement d'identité, nouvelle vie, etc. parce que le gouvernement japonais fait un peu comme l'URSS à sa grande époque. Il n'y a pas de criminels, il n'y a pas de criminels en série, il n'y a pas de criminels violents, il n'y a pas de criminels sadiques dans le paradis communiste, c'est bien connu, sauf au gouvernement, et il n'y a pas de criminels non plus de ce type-là dans la jeunesse japonaise, qui est une jeunesse brillante. Et je pense qu'en France, on est un peu dans la même logique de comme on a aboli certaines peines et que le peuple veut aussi de la peine exemplaire, mais qu'on n'a pas quand même les structures pour imposer ces peines-là, on condamne un criminel violent à perpétuité, et ensuite on arrange, comme tu dis, la sauce par derrière en l'envoyant dans des institutions. La magistrature a toujours des outils dans son panel maintenant pour enfermer les personnes pour très longtemps. On dit souvent Guy Georges, il sortira un jour, etc. Non, il sortira un jour. Tout dépend des parties civiles, du nombre de parties civiles qui se manifesteront le jour où effectivement il sera libérable. Son dossier pourra être vu par un juge d'application des peines. Il y aura toujours, à partir du moment où l'opinion publique est derrière et dit niet, regarde avec Dutroux, tu vois, Dutroux il sortira jamais. Non, il sortira jamais. Même s'il est libérable, il sortira pas. Non. Ouais, c'est des mecs. Tant mieux en même temps, hein, parce que j'ai pas. Oui, dans leur cas, effectivement. Tu vois. Et Guy Georges, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que à l'époque, et c'est ça qui est intéressant avec Sagawa, il y avait un flou. Et Sagawa en a profité, en fait. Pour revenir au livre, parce qu'on va revenir sur la genèse du livre. On va revenir sur la genèse du livre et on va attaquer le gros du spectacle. Alors, ce qui est intéressant avec Sagawa, et avant qu'on parle du livre, c'est qu'il faut le mettre il faut expliquer le contexte. Sagawa, c'est un étudiant en littérature comparée.
Tout à fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un comment par rapport à de très nombreux criminels, et spécialement les criminels qui commettent des crimes entre guillemets extraordinaires, lui, il a un certain bagage culturel, tu vois. C'est quelqu'un de très instruit. C'est quelqu'un qui a déjà fait des études universitaires au Japon, qui a eu des équivalents de maîtrise en littérature et en littérature comparée, en littérature étrangère, et qui vient à Paris pour faire de nouvelles études. C'est où? C'est à la Sorbonne, c'est ça? C'est à Sorbonne. C'est à la Sorbonne. Il est l'année, c'est-à-dire en 80, quand il commet le crime, ça fait 7 ou 8 ans qu'il est en France. Tu vois, il connaît bien la France, c'est un passionné de culture française. Il y a toute une partie dans le livre qui est assez... Au début, j'ai trouvé assez chiante, mais alors tu remets en contexte. Tout à fait, il faut attendre un peu pour que ça se lance. Mais le début est quand même intéressant et important, parce que c'est vrai qu'il conduit vers... déjà, c'est la première clé pour la serrure de son esprit, quand même, parce que on a du mal, sinon, à rentrer, à savoir pourquoi il en arrive à penser ces choses-là. C'est assez bien amené, d'ailleurs, on va pas se mentir, c'est quand même quelqu'un qui écrit plutôt bien. Il écrit bien, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce bouquin, c'est pas un mec qui cherche à faire du qui essaie de capitaliser à mon avis, ce bouquin-là, c'est une réflexion. C'est quelque chose qui a bouillonné dans son esprit pendant des mois, et s'est dit comment je vais transcender ce que j'ai fait, qui est un geste quand même hors du commun et hors norme, évidemment, et comment en faire quelque chose de littéraire. Tu vois, et c'est ça la genèse du bouquin. On pourrait croire que tu vois, c'est un bouquin choc, c'est un bouquin qui se veut une espèce de voyeurisme. Ouais, voilà. Ouais. Non, pas de... Mais derrière, il y a une vraie ambition, je pense, littéraire. Et d'ailleurs, à travers tout le bouquin, il cite son auteur japonais favori. Ah oui, c'est vrai, il le cite à plusieurs... Oui, tu vois qui c'est? Moi, je me souviens plus du tout. Oui, il en parle extrêmement souvent, il en parle très très souvent. Alors, il faut pas non plus oublier qu'il y a quand même des parties dans le livre qui sont extrêmement crues, ce n'est pas que de la littérature. On va dire qu'il y a 20% du livre à peu près qui tourne autour de l'acte lui-même. Voilà, qui sont pas à mettre entre toutes les mains, soyons honnêtes. C'est un livre extrêmement, c'est un livre extrêmement brutal. Et là, il faut être clair. J'ai publié chez Camion Noir, Journal d'un tueur, qui est un des livres les plus sadiens qui existent au monde. C'est-à-dire, Schaeffer, c'est un sadique sexuel pathologique. C'est quelqu'un qui se délecte de raconter des crimes réels ou imaginaires, mais tu vois qui jubile en mettant les dialogues réels ou imaginaires encore entre lui et ses victimes, une vraie cruauté, si tu veux. Mais là, on retrouve cette cruauté-là dans Sagawa. Le point culminant du bouquin, c'est la façon dont il raconte le meurtre de René Hervelt, sa victime, et tout est détaillé la seconde près. C'est ça, c'est que dans le moindre geste. Dans le manga, c'est beaucoup plus imagé. Ah oui. Et là, on est vraiment dans du cru, et on est même dans de l'expérience sensorielle. C'est-à-dire qu'il va te dire, il t'explique dans le brouillard, il t'explique la texture, il t'explique les odeurs, il t'explique le goût, chaque chose qu'il fait sur le corps de René Hervelt, il te bombarde d'informations pour que tu sois à côté de lui en train de le regarder, en fait. C'est ça. Effectivement, quand j'ai lu, quand tu m'as filé la traduction du manuscrit, je connaissais parce qu'il y avait certains passages qui avaient leaké, entre guillemets, des traductions uniquement centrées sur ce passage du bouquin. Oui, j'imagine. J'avais vu 2-3 trucs, tu vois, mais là, effectivement, sur, je sais pas, une
quarantaine de pages. Ouais, à peu près, ouais, c'est très, très lourd. C'est, alors là, là, on peut le dire à nos auditeurs, là, c'est vraiment pour un public averti. Ouais. Et je te cache pas, là-dedans si. Je te cache pas qu'à traduire, j'ai pris de grosses pauses parce que pour trouver le vocabulaire adéquat. Il y a toute cette partie sur le meurtre, ensuite là, tout ce qui se passe après. J'ai fait des 4, 5, 6 pages par page parce que voilà, il y a un moment donné, tu satures, tu vois, c'est comme quand tu regardes des images d'autopsie pour une affaire et tout, t'en regardes 10, 20, 30 et puis après tu dis bon, on verra les autres demain. Enfin, en tout cas pour moi, parce qu'après t'as tellement d'informations que ça disjoncte un petit peu et c'est vrai que trouver les mots souvent, pour pas non plus se répéter, parce que la traduction c'est aussi de l'adaptation. On peut traduire mot à mot, surtout du japonais vers le français ou vers une langue latine, c'est pas très aisé parce que on retrouve pas les mêmes concepts linguistiques, donc il faut trouver d'autres mots et il existe énormément de mots, par exemple pour l'odeur du sang en japonais, alors qu'en français il y en a qu'un, donc il faut essayer de trouver des tournures littéraires là-dessus et également pour les organes, pour la chair. Nous en français on peut dire la chair, la viande. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Enfin voilà, et tout de suite quand on emploie le mot viande quand on parle d'un acte de cannibalisme, ça prend tout de suite un aspect un peu péjoratif et tiens, mais pour qui? Enfin, on sort du côté clinique et on rentre dans le côté littéraire justement. Donc c'est très très compliqué. Donc c'est vrai que ça fait partie des traductions qui sont moins aisées que d'autres. Pour Zeka, ça va être pareil parce que ce que j'ai commencé à traduire, te garantir c'est un un jeune de 20 ans qui a écrit ça avec ses mots aussi, mais dans les descriptions de Sagawa, dans le brouillard, il y a cette espèce d'aspect journal de bord, avec des échantillons, comme un herbier si tu veux, mais une espèce d'herbier meurtrier, et tu commences déjà à ressentir l'émotion, et tu commences déjà à te projeter tout simplement, à te projeter dans son appartement, au moment où il enclenche le magnétophone, au moment où il touche le canon de son arme, etc. Là, c'est tellement, il y a tellement d'immersion que effectivement, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il charge les valises dans le taxi, je pense que les gens qui vont le lire vont certainement pas décrocher entre ces deux moments-là. J'en suis sûr. C'est extrêmement puissant au niveau de l'évocation. T'as vraiment l'impression d'être là. Faut pas non plus jeter ce qu'il y a avant, c'est-à-dire non, du tout. Et c'est extrêmement, c'est extrêmement important justement. C'est une histoire qui est très bien écrite, qui est très bien construite et qui est très bien racontée, parce que on voyage en fait dans toutes les névroses de Sagawa et dans toutes ses envies morbides, sexuelles et compagnie. Et moi, je pense que c'est très important de pas zapper, de pas aller directement au dernier chapitre. Il faut vraiment passer par toutes ces étapes. Il y a des choses qui sont que je connaissais pas. Hein. Par exemple, le passage dans les montagnes, là, quand il va avec la jeune étudiante voir son ami mère célibataire et tout. Enfin, tous ces trucs-là, il y a des petits détails qui font que on sent que ça avance, qu'on progresse et on comprend mieux ce qui lui passe dans la tête par moment. Ouais. En fait, si tu regardes, tu prends du recul et tu regardes l'affaire Sagawa et que tu la compares à d'autres affaires, il y a beaucoup dans son parcours criminel de choses similaires à ce qu'on retrouve chez les stalkers. Les stalkers, c'est les gens qui braquent des célébrités ou des inconnus, mais qui font une fixation sur des gens qui les suivent jusqu'à chez eux, etc., etc. Sauf que lui, il est toujours dans la réserve, c'est-à-dire il suit les filles jusqu'à chez elles, mais il s'arrête devant le pas de leur porte, puis il recule. Tu vois, il a toujours il repousse à chaque fois le truc. Et c'est ce qui est intéressant dans le bouquin, dans le brouillard, c'est que tu vois cette progression de son... il franchit des barrière de sa limite, en fait. Ouais. Sa limite, elle se repousse à chaque fois. Il se teste lui-même, il teste ses limites, il voit jusqu'où il peut aller jusqu'à la prochaine fois.
il y a quand même un viol au Japon, en fait, une tentative de viol. Ouais, une tentative, quand même. mais oui. Une tentative de viol. On n'en parle pas trop quand on parle de Sagawa, mais il y a eu un truc qui s'est passé au Japon avant qu'il aille en France, et il avait même pas 20 ans, tu vois, quand il a fait ça. Oui, c'est d'ailleurs assez troublant à lire parce que on voit qu'il c'est quand même quelqu'un de très rationnel. Hein. Il prépare, il avance, il recule, il fait un pas, il recule de 2, il avance de 3, il recule de 2. C'est très ça c'est important aussi. C'est important pour justement comprendre ce qui a pu le faire passer à l'acte. Et je pense que le jour où c'est arrivé, il aurait suffi d'une petite chose, d'un petit détail, d'un mot pour qu'il le fasse pas. Pour qu'il le fasse pas. Exactement. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans les bouquins qui sont écrits par les criminels eux-mêmes, c'est qu'il n'y a pas mieux qu'eux pour décrire leur univers intérieur, la construction de leurs fantasmes. Et ça, c'est extrêmement important, surtout quand tu étudies les crimes sexuels et les crimes en série. C'est la construction du fantasme, parce que c'est essentiel dans la construction d'un parcours criminel pour ce type de criminel. Il n'y a pas de tueur en série sans fantasme avant, tu vois. Et sans de vie fantasmatique. Il y a eu une construction du fantasme chez Jeffrey Dahmer, chez Bundy, chez Gacy. Il y a toujours une escalade dans ce qu'ils vont faire, et il y a toujours un passé criminel. Dans n'importe quelle affaire de tueur en série, avant le meurtre, il y a toujours, avant le meurtre, une tentative de viol, une tentative de meurtre. C'est ça. Des mois et des mois passés à essayer de faire des choses. Et puis jusqu'au bout du moment où il y a le passage à l'acte. Et ce qui est intéressant avec Sagawa, c'est que on sent bien que le passage à l'acte à Paris, c'était l'aboutissement de sa vie fantasmatique. Et en quelque sorte, vu qu'il a été arrêté juste après, contrairement je pense que potentiellement ça aurait pu être un tueur en série, mais le fait d'être arrêté juste après et le fait d'avoir pu exprimer ses fantasmes à travers l'écriture, peut-être que ça a fait que quand il a été libéré, ça a servi de soupape à une éventuelle récidive. Alors on a vu dans le... Non, ça veut pas dire... Ouais. Dans le manga, dans la deuxième partie du manga, qui est une partie écrite, on a vu qu'il a eu des tentations ensuite, à plusieurs reprises, quand il allait avec des prostituées blanches à Tokyo, mais moi je suis pas sûr qu'il aurait pu être un tueur en série, parce que j'ai l'impression au contraire que le meurtre et la consommation, on va dire, de René, c'était plutôt l'aboutissement de quelque chose qu'il a préparé pendant longtemps, et que ça suffisait à son bonheur, entre guillemets, d'accomplissement. Je l'ai fait, ça y est, et même il le raconte pendant l'acte, ça y est, je fais ça, maintenant je fais ça, c'est mon rêve, je voulais faire ça, je vais voir ci, je vais voir ça. Je suis pas sûr en fait qu'il ait vraiment un caractère réellement de tueur en série, mais c'est assez compliqué en fait, parce que là il a été relâché, il a vécu sa vie libre au Japon, avec des tentations, mais tant qu'il a pu en avoir pendant plus de 20 ans, quand il était dans le milieu du porno et tout, il aurait pu y aller, et puis la période où il a eu beaucoup d'argent, qu'il allait avec des prostituées. Moi qui ai traité beaucoup d'affaires de meurtre de prostituées à Tokyo, on retrouve rarement les coupables en général, parce que la police s'en fout un peu. Et je pense qu'il a vécu sur sa satisfaction de ce moment en 81, et que il a capitalisé pas seulement financièrement, mais aussi sur ses fantasmes à lui, en revenant un peu comme je sais pas, comme quelqu'un qui a eu qu'un seul rapport sexuel dans sa vie, qui rentre dans les ordres, mais qui toute sa vie, dès que ça le chatouille un peu, il va se rappeler comment c'était avec Geneviève, et puis j'ai connu une Geneviève, et puis du coup ça va je vais aller même au-delà de ça. Je vais te dire un truc que je trouve assez particulier par rapport à Saga, par rapport à d'autres criminels en série. C'est que Sagawa, il est vraiment allé au bout, comme tu dis, mais il a expérimenté tout ce qui lui passait par la tête pendant 5 jours, avec le corps dont il avait à disposition. Et tu trouves pas ça chez d'autres tueurs en série, c'est assez rare. Généralement, il se débarrasse du corps après ou quelques heures après. Là,
5 jours, il a eu ce corps à disposition pour faire tout ce qui passait par la tête. Oui, et je pense que c'est pour ça, en fait, que il était en quelque sorte rassasié, si on peut se permettre d'employer ce mot-là. Je pense que c'est le mot adéquat, parce que c'est l'impression qui revient, l'impression qui arrive, à la fin justement de ces 5 jours. Tu le sens rassasié, il la voit plus de la même façon, il la voit dégradée. Exactement. Et on sent que c'est la fin. Une progression dans la façon dont. Tout à fait. Il sent qu'il est allé vraiment jusqu'au bout, qu'il peut pas faire grand-chose de plus. C'est compliqué. On parle quand même d'un mec qui se balade avec la tête dans son appartement, qui la met sur sa propre tête. Enfin, il fait des trucs de malade, quoi, tu vois. C'est dans le bouquin, tu lis le truc, tu dis vraiment la façon dont il a traité le corps. Tu peux pas objectifier un corps humain à ce niveau-là. Et là, pourtant, j'ai écrit 2 bouquins sur les tueurs en série russes, donc oui, c'est vrai que côté dégradation du corps humain, j'ai eu mon lot là. Mais chez Saga, on trouve dans la description des faits, c'est quand même très hardcore ce qu'il fait. Je vais pas tout raconter. Non, bien sûr que non, il faut pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a une espèce d'expérimentation poussée à l'extrême qui surprend même les plus aguerris. C'est surprenant. Et Viola me dit par rapport à ce qu'on a dit là sur l'accomplissement, me dit c'est intéressant puisque tu parles presque d'une forme de sacralisation d'un événement clé unique, ce qui est radicalement à l'opposé d'une mentalité de serial killer. C'est vrai, je suis d'accord. Et lui n'en voulait pas encore plus. C'est ça, il voulait pas ressentir le frisson une nouvelle fois. Il voulait pas. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment une sacralisation de cet événement-là. D'ailleurs, il en a reparlé. Bonsoir, Melette Ben. Il en a reparlé toute sa vie au point d'en faire le point central de son existence après. Ça, c'est tout à fait vrai. On va revenir sur la genèse dans le brouillard. Donc, il écrit dans le brouillard quand il est en UMD, en unité pour malades difficiles, à Villejuif. Donc, il est encore en France quand il écrit dans le brouillard. Et il reçoit la visite d'un journaliste japonais qui est très intéressé par ce manuscrit et qui lui dit écoute, je vais t'aider à le publier au Japon. Il prend le manuscrit et Sagawa n'entend plus parler pendant des mois et le bouquin sort et devient un best-seller. Au début, Sagawa il se sent trahi, tu vois, c'est l'autre journaliste qui s'est réapproprié son histoire en fait, tu vois, qui touche les droits d'auteur dessus. Mais je pense qu'en voyant la popularité du livre, il s'est dit tiens, j'ai vécu un truc unique. Si jamais je sors, je pense pas que je pourrais vraiment avoir une vie normale. Autant capitaliser sur ce truc unique. Et je pense que le succès au Japon dans le brouillard, ça a été le départ de sa carrière après. Tout s'est fondé là-dessus. En fait, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que moi, à ton avis, moi j'ai mon opinion là-dessus, mais est-ce que quand il écrit, dans cette version dans le brouillard, donc qui est amputée de la version de la postface du journaliste, qui est totalement inintéressante, c'est imbuvable. Est-ce que tu penses que c'est une version romancée ou est-ce que c'est réellement une version parce que Sagawa, il a cet aspect aussi un peu fantasque, on va pas se mentir, il invente beaucoup de choses, parce que quand on lit certains articles de journaux sérieux, pas les tabloïds, parce qu'il a beaucoup répondu à des interviews de tabloïds au Japon, Sankei Shimbun, etc., mais quand on lit les articles du Mainichi, du Asahi, il y a certaines choses qui ne sont pas mentionnées que lui... je pense qu'il a un peu fantasmé certaines choses. Est-ce que tu penses que lorsqu'il parle de son enfance, son adolescence, son rapport aux femmes blanches, parce qu'il a une obsession pour les femmes blanches, à la peau laiteuse, aux cheveux blancs, la forte poitrine, aux grosses fesses surtout, est-ce que tu penses que c'est ces fantasmes qui parlent? Est-ce que c'est la préparation de son acte et ces fantasmes qui parlent? Ou est-ce que toi, tu l'as ressenti comme des anecdotes réelles? Un peu des deux. Il y a un seul truc sur lequel j'ai tilté,
c'est son premier encart avec René. Parce que, en fait, René est venu manger chez lui avant. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a passé quand même une soirée avec lui, quelques semaines avant la fameuse soirée où elle s'est fait tuer. Et elle était toute seule avec lui. Et ça s'est passé tout à fait normalement. Il a fait cramer la viande, mais... Donc, tu vois, bon... Ouais, il a fait cramer la viande et puis il a léché ses baguettes après qu'on est parti, tu vois, il y a le trip un peu fétichiste, tu vois. Mais ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est les dialogues. Ouais. Ils m'ont pas semblé naturels, tu vois, ça m'a semblé un peu fabriqué, tu vois. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression qu'il se mettait un peu en scène dans ce fameux dîner et qui se donnait le beau rôle, tu vois, du mec un peu dragueur, alors que voilà, c'est Gawa dragueur, on rigole, quoi. Mais qu'il essayait d'enjoliver le truc un peu pour donner l'impression qu'il y avait un petit truc un peu romantique entre eux. Ouais, c'est ça. Tu regardes le truc, c'est impossible, tu vois. Voilà, c'est pas possible que René ait eu la moindre... Non, le moindre intérêt physique pour Sagawa, c'est pas possible. Intérêt physique pour Sagawa, c'est juste pas possible, quoi, tu vois. Non. Surtout quand tu vois le cercle dans lequel il évoluait à Paris, cercle d'étudiants étrangers, où quand tu lis les traductions, par exemple les descriptions, on voit que c'était une fille plutôt populaire, que les garçons, les garçons lui couraient après, qu'elle se laissait rattraper assez facilement, enfin tout ça, quoi. Alors juste, c'est mon opinion sur le bouquin, mais après chacun jugera en lisant. Et je pense juste que cette interaction entre lui et René, il a un peu enjolivé de façon à ce que ça ait l'air un peu plus romantique que ça devait l'être. Je pense aussi que peut-être qu'il en a pas parlé, mais ça, à mon avis, il lui a filé de la thune pour qu'elle accepte de lui lire le fameux poème. Ah, oui, bien sûr. Ouais, je pense, mais il a quand même beaucoup joué là-dessus. La fille qu'il a suivie jusqu'en Italie, les façons qu'il avait aussi de payer pour tout et n'importe quoi. Hein. Je veux dire, il a avant même l'événement, il a déjà joué là-dessus à maintes reprises. Je pense que René aurait pas eu le même attrait pour lui, elle aurait jamais suivi parce que il se décrit quand même un peu comme le petit étudiant japonais mignon. Bon, il a 30 ans quand même. C'est pas un gamin. Et puis il était déjà. Puis c'était déjà. Il était déjà pas. Il ressemble à Gollum un peu, tu vois. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Physiquement. Gollum japonais, quoi, tu vois. C'est physiquement. On rigole, mais. Non, mais tout à fait. Et tu sens qu'il y a une espèce de rivalité avec les autres quand ils vont dans les bars étudiants, dans les restaurants, qui voient les jeunes garçons français qui parlent avec René. La façon dont ils parlent des autres asiatiques aussi, c'est assez marrant parce qu'il est pas. Oui, ça c'est marrant. Il est coréenne. Il la déteste, quoi. Il peut pas la saquer, quoi. C'est assez drôle. C'est marrant parce qu'il a juste sur entre guillemets sa promiscuité, soi-disant, alors que lui-même, c'est un obsédé sexuel notoire. Tu vois ce que je veux dire. Donc. Oui, non, mais juger non, livre très fascinant. Moi, j'en ai parlé, j'ai beaucoup teasé, comme on dit en français, ces dernières semaines, mais voilà, je vous recommande vraiment si vous avez envie. Parce que c'est pas en regardant des vidéos YouTube que vous allez pouvoir comprendre la psyché d'un tueur en série, surtout pas d'ailleurs. Et c'est en lisant des livres écrits bien sûr, salut Miskeo, écrits bien sûr par des chroniqueurs, par des auteurs, etc., mais surtout par des tueurs eux-mêmes, et il y en a vraiment tellement peu que je vous recommande vraiment là sans tarder maintenant tout de suite, j'ai mis le lien de lire ce livre parce que ça va vous ouvrir d'autres perspectives. Bonsoir ce sucre. Il y a d'autres choses aussi passionnantes par rapport au true crime, c'est tu as l'approche journalistique qu'on connaît depuis des années, journaliste qui va te parler de l'affaire, etc. C'est plus ou moins bon, des fois il y a des trucs bons, mais des fois il y a des trucs vraiment très mauvais, quoi. Il y a les écrits des tueurs eux-mêmes, mais il y a aussi un truc que j'explore un peu avec Serial Pleasure, c'est les comptes rendus d'expertise psy. Ça, c'est passionnant. Surtout, j'ai sorti ceux de Dahmer, là. C'est vraiment passionnant parce que c'est là qu'ils se livrent le plus, en fait, si tu regardes. Et c'est dans les expertises, c'est pendant les entretiens avec les experts psy qu'ils vont vraiment dans les détails.
Tout à fait. Non seulement dans les détails physiques, c'est-à-dire de ce qu'ils ont fait au corps, et comment la façon dont ils se sont débarrassés des corps, mais aussi dans les détails de leur psychisme et de la façon dont ils appréhendent le monde. Parce que en fin de compte, c'est ça qui est fascinant, c'est de voir comment, à cet extrême-là du crime, comment l'individu voit le monde et comment l'individu se positionne par rapport au reste du monde. Ça, je trouve ça assez passionnant. Tu sais que j'ai... vas-y. Pour paraphraser Gaspard Noé, c'est un peu seul contre tous. C'est ça, clairement. Ouais. Ah oui, je trouve ça très fascinant, que ça soit les écrits de, par exemple, Karl Panzram, qui était un autre tueur en série des années 30-40 aux États-Unis, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Diary of a Killer et qui parle de sa haine profonde pour l'humanité, quoi. Et c'est parmi les trucs les plus misanthropes que j'ai jamais lus. Schaeffer, Danny Rowling. Là, j'espère aussi bientôt traduire Pee Wee Gaskins, qui est un assassin très peu connu en France, mais qui a écrit un livre absolument génial qui s'appelle Final Truth et qui est juste du niveau de Gerhard Schaeffer au niveau de l'intensité. Donc, il y a ça aussi qui est... Je pense que je vais les sortir en français aussi. Intéressant, mais je suis assez client de ce genre de témoignages qui, plus le temps passe, plus je me rends compte que ce sont les seuls écrits, les seuls témoignages valables quand on essaie de comprendre un acte, parce que en général ils sont interprétés, surinterprétés par les autorités judiciaires, par la police, par les experts psychiatriques qui montent en épingle des choses qui en fait ont aucune importance au moment de la commission des faits par les auteurs eux-mêmes. Mais j'ai le rapport psychiatrique de Sagawa en japonais, je m'en suis servi pour le... Ah, cool! Je m'en suis servi pour la vidéo où tu avais fait une intervention d'ailleurs, et je l'ai en PDF, je l'avais récupéré en PDF. Elle est disponible gratuitement sur le site, je crois que c'est l'université de psychologie ou de psychiatrie de Tokyo, me semble-t-il, et je l'avais récupéré, je l'avais traduite justement. Bon, c'est un pavé, hein, c'est très très chiant comme un rapport psychiatrique, mais c'était assez utile. Moi, mon but, c'est de sortir, c'est d'archiver. C'est une notion que j'ai eue avec mon pote Taylor de True Crime Collectibles. On a accès à des documents et ce qui nous intéresse, c'est de les rendre publics. C'est pas seulement d'avoir des copies chez nous des rapports psy, etc. C'est que ces rapports psy soient non seulement accessibles à des chercheurs, à des étudiants en criminologie, mais aussi au grand public. Parce que, comme tu le dis, c'est la meilleure façon de vraiment cerner le sujet. Et archiver ces documents-là, pour moi, c'est important. C'est pas seulement sortir l'autobio de Sagawa, mais c'est aussi comprendre ce que des experts psy auraient pu raconter à son sujet quand il était effectivement interné à Tokyo, tu vois. Donc, ce document-là, je suis vraiment intéressé à sortir. Ah oui, c'est passionnant parce que c'est comment dire une somme d'entretiens et puis bien sûr d'extrapolation de choses. Bon, c'est des psys, hein, mais il y a des points. C'est pour ça que je me posais des questions par rapport à la véracité de tout ce qu'il racontait, parce que par moment il est très normal entre guillemets quand il est face à son psy. Non, moi je suis pas du tout intéressé par ça. J'ai perdu la tête. Je n'avais pas prévu ça. Enfin, c'est les montagnes russes en fait. Tu lis au fur et à mesure des pages. Après, qu'est-ce qui est la manipulation, qu'est-ce qui n'est pas, c'est aussi intéressant. Tu vois. Oui, ça aussi, bien sûr. Ah oui, complètement. Complètement. Je voulais te parler aussi du rapport de Sagawa avec l'art, parce que il décrit très 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 souvent l'accomplissement de son geste comme
comme l'aboutissement de cette tentative, alors c'est pas Wagner, c'est pas l'art total, mais de faire de sa vie une espèce de canevas sur lesquels il met des petites touches de ci, de là, avec cette finalité criminelle, et puis aussi ses ambitions d'écrire, peut-être de faire autre chose, de dessiner. Il s'y essaie, il est bon, il dit qu'il dessine bien quand il est petit, puis il s'intéresse à la littérature, il fait des études de littérature, donc on voit qu'il s'intéresse à l'esthétique, qu'il s'intéresse aux belles lettres, qu'il s'intéresse à beaucoup de choses, et puis il pense petit à petit, on le voit, que ce soit à travers le manga, à travers ça, à travers ses interviews, il commence à s'intéresser à lui en tant que centre de cette œuvre qu'il est en train de mettre en place, et on le voit une fois qu'il sort de détention, il se met à capitaliser artistiquement là-dessus, et là il recommence à parler justement de sa vie comme une espèce de tentative, allez tant pis on va le dire, d'art total et d'art incarné. Toi qui as eu l'occasion de correspondre avec lui et même de travailler un peu avec lui, est-ce que tu as senti cette véritable motivation pour l'art, ou est-ce que tu penses que ça a toujours été une espèce de vitrine pour lui pour s'exprimer parce qu'il n'en avait pas d'autre? Pas mal différent de style, au niveau style par rapport à la peinture de Sagawa. Il y a des trucs assez perchés, des trucs assez... Oui, c'est le mot qu'on puisse dire. Ouais. Je sais pas comment le décrire d'ailleurs, mais m'avait fait une espèce de Christ, c'était censé être lui sur la croix, en train de gicler, en train de bander de gicler, tu vois. C'est assez spé, quoi. Ouais, voilà. Mais d'un autre côté, il faisait des tableaux classiques. Ouais, et il faisait des nus aussi. Des très belles paires de fesses. Ouais, exactement, c'est ça, j'allais t'en parler. Franchement, je suis plus fan de ce côté-là chez Sagawa, de peintre classique, que les trucs un peu nos limites qui faisaient un peu... un peu provoque, quoi. Je pense que c'était de la provoque. Voilà. Mais même ce manga, j'aime bien. Je suis pas spécialiste de manga, mais c'est particulier. Disons que c'est du néo-naïf. Il y en a un autre là, vrai bossé dessus, s'appelle Santé. Ah ouais, ok, oui, Santé. Ouais, Voilà. Et c'est un autre manga qu'il a sorti, qui est moins connu, qui est un peu dans le même style graphique que l'autre, tu vois. Ces trucs un peu basiques, mais je crois que c'est plus basé sur sa vie en prison, mais il parle quand même du crime, et oui, ça peut être intéressant. C'est vrai. C'est un livre qui est moins connu. Alors je sais plus quand il l'a sorti, je sais plus si ça fait partie de ses œuvres à l'époque où il essayait de se raccrocher un peu aux branches, où il arrivait plus trop à... Mais oui. Le truc le plus bizarre que j'ai là, j'ai quelques sagas à côté de moi là, c'est ça. J'ai jamais très bien compris ce que c'était. Oui. Alors ça c'est un truc collectif. D'après ce que j'ai pu en voir. Ouais, il y a un autre auteur derrière. Oui, c'est un truc qu'ils l'ont fait à deux. Mohomatsu no Ise, c'est. Takashi Enemoto. Et c'est un journal. Mais on parle de lui dans le manga, si tu te rappelles bien. Il fait partie de ces pseudos, de ces quasi-célébrités des années 80-90. Qui s'était rapproché de lui. Tu sais, quand il devait écrire ce fameux bouquin avec le mec qui l'invite à la montagne et qui le vire comme un malpropre, enfin bon, c'est... Voilà, et ça fait partie de ces... Enomoto, voilà. Donc, je sais pas ce que ça vaut, je l'ai jamais lu, celui-là, j'en ai lu des... je te le passerai. Mais je veux bien, ça m'intéresse, mais je pense que dans le brouillard, c'est déjà bien complet, si on veut savoir ça. C'est déjà bien complet, mais ce qui serait sympa, ce que j'aimerais bien faire à long terme sur Serial Pleasure, c'est vraiment d'en sortir le plus possible. De façon à ce qu'il y ait une espèce de bibliothèque Sagawa. Oui, mais ça... après, il n'a pas été avare. Mais même par rapport aux articles, alors je sais pas si c'est facile et si c'est faisable de retrouver tous les tabloïds et les magazines dans lesquels il a donné... il y en a eu un paquet, Parce qu'il a eu une période quand même assez faste, où il était... Je me souviens qu'il avait fait un truc, alors c'était assez marrant, sur VSD, en français. Et il était assez vénère après parce que le journaliste de VSD l'avait pris en photo dans son atelier en train de peindre. Et sur Photoshop ou sur un autre logiciel, ils avaient rajouté à côté de sa signature une fourchette et un couteau. Comme si c'est lui qui avait peint la fourchette et le couteau à côté. Et ça
ça l'avait rendu furieux, quoi, le truc. Ah bah ouais, mais ça c'est le journalisme à la française. Ils ont pas osé faire oui, ça oui. au Japon. Ils ont fait faire toutes sortes de choses improbables. Hein. On est bien d'accord. Oui, oui. Mais là, d'accord. donc comme ils ont quand même assez relativement, comment dire, respecté sa parole quand il interviewait, quand il était invité à la Téloche ou dans d'autres médias. En général, il arrivait qu'on se foute un peu de lui. Bah, l'interview avec Kitano Takeshi par exemple, on sent qu'il se fout de lui à plein de pots, qu'il le prend pour un guignol, mais on va pas lui faire dire des choses qu'il a pas envie de dire. Et c'est vrai qu'en France, on est un peu spécialiste. Et c'est d'ailleurs, la France, c'est d'ailleurs toujours assez drôle de voir les vidéos ou les articles ou les émissions qui sont faites sur Sagawa en France. Même aujourd'hui, j'en ai vu il n'y a pas longtemps. Oui. Je sais plus si c'était sur YouTube ou c'était une rediff de la Téloche. Et ça continue à raconter n'importe quoi alors qu'il y a quand même une somme de documents assez importante, quoi. Oui, parce qu'ils veulent pas prendre le temps de vérifier, quoi, tu vois. Ils sont à la ramasse, comme tout d'ailleurs. Mais je pense aussi que ça faisait partie de ce qu'on appelait les bons clients pour les médias. Tu sais, les médias, ils aiment bien les mecs qui sortent de temps en temps pour faire le guignol, pour parler d'un sujet, et totalement toujours les mêmes. Et à l'époque, ça faisait vendre du papier, tu vois, le japonais cannibale, ça refaisait vendre du papier, ça a certainement fait vendre des exemplaires de VSD, et après, il se foutait complètement de ce qu'il avait à dire, ou tu vois, tout ce qu'il voulait faire, c'est, ouais, voyez, il est libre, et machin, et il peint des meufs à poil, tu vois. Ouais, c'est ça, mais c'est oui, bah, c'est comme très très souvent la presse de l'époque. Bon, ça a un peu changé parce que il y a comment ça dire, le puritanisme anglo-saxon qui nous est tombé sur le museau depuis. Mais c'est vrai que quand ils avaient des ours savants à montrer, que ça soit des tueurs ou même des gens un peu cons, hein, on invitait souvent des débilos pour parler aussi parce qu'ils étaient marrants, quoi. Oh, t'as vu, il a dit une bêtise. Bah oui, c'est normal, il est con. Donc c'est genre de Chavannes et ses émissions. Ah bah complètement. Bah si de Chavannes avait pu l'avoir, il l'aurait eu. Hein. Ça fait partie des... Et justement, bah tiens, toi qui parles de bons clients, c'est quand même un des seuls, voire le seul, je pense, à pouvoir avoir eu une carrière post-crime, on va dire, aussi médiatisée, aussi mondialement médiatisée. Et est-ce que toi, tu vois dans l'esprit ou dans ce que Sagawa a fait, même dans son crime, des parallèles avec d'autres tueurs? Du coup, pas forcément des tueurs en série, mais peut-être des tueurs en série. C'est unique. C'est assez unique. Il y a eu un truc avant lui, non, après lui, c'est un Autrichien. Autrichien. Armin, hein. Qui s'appelle Jack Unterweger. Ah oui, oui. Non, okay. C'est un Autrichien qui était. Alors, il n'avait pas été incarcéré pour plusieurs meurtres, il avait été incarcéré pour un seul meurtre. Il avait tué une prostituée à l'époque, dans les années 70. Il a écrit sa bio. Et toute l'intelligentsia un peu le mot n'existait pas à l'époque, mais on va dire woke, l'avait érigé en star à l'époque et avait dit ouais c'est merveilleux, le mec il est allé en prison et quand il est rentré en prison il était analphabète, il a appris à écrire et il a fait un super livre pour expliquer sa vie en prison, son enfance, etc., etc. Et donc il a été invité à sa sortie de prison, genre 15 ans après, sur tous les plateaux de télé pour parler de son bouquin. Et il a été embauché par un journal autrichien pour enquêter sur la prostitution à Los Angeles. Donc il va à Los Angeles et devine dans quel hôtel il va à Los Angeles. Vas-y. Il va au Cecil Hotel. Ah, c'est ok, oui. Alors, le Cecil Hotel. Ouais. Le Cecil Hotel, c'était un des hôtels préférés de Richard Ramirez. C'est plus récemment, c'est là où il y a eu le meurtre, suicide, on ne sait pas trop, enfin plutôt suicide, d'Elisa Lam. On l'a retrouvé dans le réservoir d'eau, sur le toit, hein, comme dans Darkwater. Sur le toit là, et Darkwater, ouais. Et Jack Unterweger, donc il se retrouve en tant qu'envoyé spécial autrichien dans les rues de Los Angeles, il s'amuse à tuer des prostituées à Los Angeles pendant son séjour. Donc il en a tué 7 ou 8, je crois. Avant ça, évidemment, il en avait tué aussi en Autriche. Donc
Bon, il n'a pas fait beaucoup de prison, hein. Il s'est suicidé, genre 2 ou 3 semaines après être arrêté, tu vois. Mais voilà, c'est quand même l'histoire d'un mec qui était encensé par la critique, encensé par les, toute l'intelligentsia littéraire autrichienne à l'époque, et puis il sort et voilà, il se remet à tuer les filles de l'autre côté de la Terre, quoi. Donc c'est assez fascinant comme histoire. Et c'est ouais, ça fait partie des choses que Sagawa aurait pu faire, effectivement. Ah oui, oui. C'est effectivement, si Sagawa il avait été envoyé aux Pays-Bas pour faire un reportage sur les Hollandaises, c'est vrai, c'est ce qu'il m'aurait refait, je crois. Clairement, oui. Mais tu vois, à propos de reportage sur les Hollandaises, tout ce qui arrive après, donc quand il revient au Japon et qu'il recommence sa vie de globetrotter avec les 2 filles, là, tu sais, dont j'oublie toujours le nom, ouais. qui le plume comme un pigeon jusqu'à la fin. Mais on voit tous les prémices de ça, justement, dans le début, je trouve, dans ses relations aux jeunes gens à Paris, où il est désespérément en quête de... Mais c'est même juste d'attention, en fait. Et, oui, d'attention, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, parce que c'est quand même c'est un personnage assez falot, en fait. Hein. Il a rien de particulièrement accrocheur, il n'a pas d'infractuosité, il n'a pas d'aspérité, il n'a pas de... On va dire c'est quelqu'un qui est très terne. Il s'adapte. En fait. Il s'adapte, mais il vit ses aventures à l'intérieur de lui, en fait. On voit que c'est pas quelqu'un d'expressif. À chaque fois qu'il dit ça, cette fille elle est tellement belle, je vais aller lui parler. Et toi qui l'as croisé justement, toi qui l'as croisé, est-ce que quand tu l'as croisé, est-ce que tu as senti un truc qui se dégageait de lui? Pas forcément, pas plus que ça, parce que c'était... Alors bon, déjà j'étais un peu bourré, c'était en soirée, et oui, voilà. Et j'ai senti au contraire quelqu'un qui était très réservé, qui est venu me voir parce que j'étais avec mon ami Nekoi, donc qui est chanteuse du groupe Psydol, un groupe de cyberpunk japonais, qui le connaissait un peu. Son mari, c'est Sen no Naife, c'est un mangaka d'horreur qui a beaucoup écrit justement sur le SM, des trucs comme ça, et qui était en correspondance avec lui. Et il s'est arrêté à notre table et en me disant vous êtes français, bonsoir. Il est revenu après avec le programme de la... Et merci Adri, merci beaucoup. Il est revenu avec le programme de la soirée qui m'a dédicacé, qui m'a donné, et en me serrant la main, mais j'avais pas percuté que c'était lui, parce que c'était dans les années 97, 18, 19, et ça m'était sorti de l'esprit. C'est après coup, si tu veux, qu'on m'a dit qui il était, et j'ai dit mais oui, bien sûr, bon sang, mais c'est bien sûr. J'ai senti, je sais pas, quelque chose de malsain, parce que la soirée était quand même assez malsaine. Alors, il était en couche-culotte, il se produisait sur scène pendant pendant un concert de grindcore et tout, c'était un peu compliqué, mais ça faisait partie de l'ambiance générale dans ce genre de soirée, et j'ai pas senti particulièrement après coup, ça m'a fait un drôle d'effet, mais comme si on te dit, bah tiens, t'as vu le mec que tu viens de croiser, c'est un tel, et il a fait ceci, ou il est ceci, enfin, non, j'ai pas ressenti quelque chose de très puissant, ou au contraire de très inquiétant, ou de particulièrement fascinant. Il était en sueur, il dégoulinait de partout, et puis il est très vite reparti derrière, et comme un con, j'ai pas gardé le truc dédicacé après, parce qu'à l'époque, ben voilà quoi, je l'ai mis avec les autres. J'ai un autre exemple qui me revient tout de suite à l'esprit. Là, tu parlais de grindcore, en parlant de criminels qui ont une carrière un peu en sortant de prison. Il y a un autre exemple qui est très différent, mais très haut en couleur aussi. C'est en Australie. Ok. C'est un individu qui s'appelle Mark Chopper Reed. Okay. Il y a eu un film avec Eric Bana. Eric Bana, c'est un acteur australien qui a fait dans les années et 3 films. Et donc, c'est lui qui l'incarne. C'est un film que je vous recommande qui s'appelle Chopper. Un des meilleurs films pour moi de prison et sur le grand banditisme en général. Et donc, Mark Chopper Reed, c'était un mec qui était en prison en Australie, et son truc, c'était de torturer des dealers. Et il a écrit un bouquin qui est... comment t'expliquer
il y a un truc en Australie qui est assez spécifique, une espèce de culture, où tu pourrais comparer ça à des... un peu... comment et voilà, les criminels australiens, ils ont une espèce de bagou, en fait. Et ça se ressent à travers la lecture du bouquin. C'est un mec qui torturait des gens, mais en balançant des vannes, si tu veux. Donc, son bouquin, c'est ça, en fait. C'est vraiment le mec qui décrit des trucs horribles. C'est-à-dire, tu sais, il arrachait des ongles, machin, tu sais, il allait super loin, quoi. Et puis, il mettait des bastos de temps en temps, tu vois. Mais c'est tellement marrant le livre que voilà, c'est ce que Mesrine aurait pu être s'il avait eu le sens de l'humour. D'accord. Il a pu l'avoir parfois, mais ouais, voilà. Ouais, mais enfin bon, moi j'ai connu des gens très très proches de Mesrine. C'est pas un milieu en France qui est très fun. Non, quoi, non, on va non, dire. non, ça c'est clair. Ils sont pas très drôles en fait. Par contre, c'est lui, Mark Choperit, c'était quelqu'un d'extrêmement drôle. Et quand il est sorti, donc énorme célébrité en Australie, le mec il n'est pas connu, c'est un des personnages australiens les plus connus. Il a fait une tournée avec un groupe de grindcore qui s'appelle Anal Cunt. Ah, Anal Cunt, j'adore, c'est formidable. Voilà. Il y en a un peu sur les étagères derrière. Ah oui, c'est formidable. Voilà. Anal Cunt. Pour les gens qui parlent anglais, Anal Cunt, ça veut dire... ouais, c'est ça, on a tous compris. Non, on va pas traduire. Voilà, on est sur Twitch et on va être rediffusé sur YouTube. Donc ça, voilà, c'est une dame de petite vertu. Chercher ce que ça veut dire. Voilà, c'est très australien. Ouais. Et donc, il était, avant le groupe, en fait, il était sur scène et il lisait des passages de son livre. Donc, ça te montre que, voilà, même un criminel comme lui, un criminel de son ampleur, parce que c'était vraiment le Mesrine australien, le mec. Mais le mec, il allait en tournée avec des grindcoreux qui avaient 30 ans de moins que lui, et puis il allait sur scène et il lisait son bouquin, et les mecs, ils se prenaient en photo avec lui, etc., etc. Donc il a géré un peu son après. Ouais, ils sont d'accord. Sa sortie, si tu veux. D'accord. Un peu comme Sagawa, mais dans un autre délire. C'est ça, dans un autre délire. Parce que je pense que Sagawa a quand même aussi été un peu, on va dire pas victime, mais il a souvent été plus la victime de son propre personnage que l'acteur principal. Voilà, tout ce qu'il a pu faire à la télé, par exemple, pendant un moment, ou en vidéo, ou en direct vidéo, etc. C'était. Et moi, je suis très étonné parce que là, je suis en train de traduire. On en reparlera sans tarder, je pense, mais je suis en train de traduire pour un ami un documentaire sur la J-horror, donc l'horreur japonaise. Et moi, c'est un milieu dans lequel j'ai un peu tourné par mes relations dans les années 90, et je suis très étonné qu'il ait jamais franchi le pas justement d'aller tourner dans des, tu sais, ce qu'on appelle les V-movies, donc les direct to videos qui sortaient au Japon c'était fait, c'est des films d'horreur qui étaient faits avec 3 bouts de ficelle, il y avait 200 balles de budget, dynamique, tout ça. Voilà. Et je suis très étonné qu'il ait jamais mis un pied là-dedans, et que pour ça, je serais curieux d'en parler avec le réalisateur. Là, on doit se voir sans tarder pour en parler, parce que ça m'étonne que même les réalisateurs à l'époque, il était encore en pleine santé dans les années 90. Pourquoi ils n'ont pas fait appel à lui justement? C'est une question. C'est vrai, ouais. Est-ce qu'ils avaient peur du personnage? Est-ce qu'ils avaient peur de pousser le bouchon un peu trop loin? Parce qu'inviter une star du porno, c'est rigolo, mais ça prête pas conséquence. Inviter Sagawa, peut-être, je sais pas, c'est vraiment une question que j'aimerais lui poser et poser au réalisateur, là, si j'ai le... C'est fascinant, hein, il y a un très bon bouquin en français qui a été écrit, je me souviens plus du nom du mec, mais c'est un mec qui correspondait avec Sagawa aussi. Il a sorti son bouquin dans les années 2000 ou 90, il s'appelle Le Japonais Cannibale. Faudrait que je retrouve le nom du mec, là, et il parle vraiment de... que c'est un mec qui a passé du temps au Japon aussi, et il parle un peu de comment Sagawa a été perçu au Japon justement, et le fait que voilà, il ait tué une étrangère. Au début, t'as la réaction qui a été une réaction de honte. C'était la honte nationale, tu vois, il représentait quand même le Japon à l'étranger, et qu'est-ce qu'il fait? Il bouffe une étudiante. Donc il y avait ce sentiment de honte, tu vois, mais au fil du temps, il est passé pour l'idiot du village à qui on pardonne tout, en fait. C'est ça. Il y a une phrase qui revient souvent quand on parle de Sagawa au
aux Japonais. Moi, quand j'en parle à ma femme, par exemple, quand j'étais en train de faire la trad et tout, et elle me dit « Ah, kono hito wa kimochiarui henna onchi-san », ça veut dire ce type, kimochiarui, c'est bad feeling en anglais. C'est quelqu'un qui te donne qui te donne des frissons de dégoût un peu. Ouais. Et Hennaoti-san, ça veut dire un papy bizarre. Ah, c'est le papy bizarre. Ouais. Mais c'est pas ce monstre horrible. Ouais. C'est ça, c'est Hennaoti-san. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment plutôt le. Elle le connaît parce que elle est de la génération qui a connu ça, le retour au Japon et tout de Sagawa, mais la première chose qui va lui venir à l'esprit, c'est pas cet horrible criminel ou c'est un cannibale ou c'est un nécrophile ou c'est c'est le vieux papy bizarre qui me tient à l'œil, tu vois. Et c'est de la même façon quand j'en parlais à mon amie Nekoi, donc la chanteuse en question, qu'il connaissait un peu pour ses perfs. Elle le voyait pas comme un horrible criminel, parce que faut savoir qu'au Japon, si tu as volé une mandarine, tu restes frappé du sceau de l'infamie à vie. Lui a tué, dépecé et mangé une jeune femme, mais ça passait, si tu veux. Parce que comme tu le dis, ça s'est fait en France. C'était pas une japonaise en plus. Exactement, ouais. Et c'est ce qui a d'ailleurs aussi permis largement aux Français de propulser, de projeter, on va dire, le crime sur quelque chose de purement étranger, de purement exotique, hein, parce qu'on on en avait déjà parlé la dernière fois, mais c'est vrai que la façon d'aborder le crime par les médias français, c'était, oui, bon, enfin, c'est les Japonais, ils sont pas non plus totalement comme nous, hein, on va pas se mentir. C'était ça, ouais. On se souvient de comment Elisabeth Cresson, là, les Japonais, c'est des fourmis, je sais plus ce qu'elle disait. Là. Ah, la ministre. Edith Cresson. Ouais, la première ministre. Oui, tout à fait. Ouais, voilà, donc il y a toujours eu une espèce de racisme anti-japonais. Ah, mais complètement. Et après, puis, avec. Ouais, bien sûr. À l'époque, hein, parce que évidemment, les choses ont changé, heureusement. Ouais, ils ont changé, mais tu sais, on en parlera peut-être un jour, tiens. J'aimerais beaucoup faire un live là-dessus avec. Voilà. Je pense que le racisme anti-japonais des années 80, il s'est transféré sur une idéalisation du pays pour de très très mauvaises raisons. Et qui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Et qui, pour moi, c'est une espèce de fantasme rêvé du Japon. Ouais. Tout à fait, ouais. Et je pense qu'on est à peu près sur les mêmes, sur le même principe mental de racisme inversé, mais qui en reste quand même, si tu veux. Mais ouais, complètement. Ouais, stéréotype, ouais. Tiens, je lis une question. C'est fascinant. Shimaneko, sur cette perception du criminel, excusez car idiot, y a-t-il eu un cas comparable en France? Oui, comment il s'appelait le garçon de ferme là ah zut, le premier tueur en série français, le routard un peu débile là. Merde. Vacher, non, non. Du 19e siècle ou... Non. Oui. Ah, zut. Qui revenait. Ah, ça m'énerve. C'est Galabru. Non. Ah, non. Joseph Vacher, merci Viola. Joseph Vacher. Ah, Vacher. Ouais. Vacher était débile léger aussi. Il avait un léger handicap mental. Il n'y a pas de cannibalisme chez Vacher. Non, Par contre, il y avait un cannibale qui s'appelait, je crois que son nom de famille c'était Léger, je suis plus sûr. Mais l'histoire, ça s'est passé dans le sud parisien. Et c'était au 19e siècle. Okay. Et il avait kidnappé une petite fille, il l'avait ramenée dans une grotte, il l'avait bouffée. Donc c'était c'était une affaire qui avait défrayé la chronique à l'époque. Okay. C'était partout dans tous les journaux, etc. Bon, après c'est tombé dans l'oubli, hein. Mais la grotte, je crois qu'elle existe toujours. Et c'est depuis connu dans le bled comme étant la grotte du cannibale. Il faudrait que je fasse une petite visite Dark Tourisme. Comme tu es jamais allé, je la connaissais pas, moi. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, faudrait que j'y aille. Ouais. Faudrait que je retrouve le truc. C'est toujours ça qui est galère avec des histoires comme ça qui sont passées totalement dans l'oubli, c'est de retrouver des traces. Oui, mais bon, jamais impossible.